Bonsoir à tous et bienvenue à la deuxième semaine de l'extravagance de contenu de juin. Ce soir, j'ai pour vous quelques histoires glaçantes de forêts hantées à savourer. Alors installez-vous confortablement et laissez l'obscurité prendre le contrôle. Cela s'est produit quand j'avais 13 ans, il y a quelques années. Chaque été depuis l'âge de 7 ans, j'allais dans cette colonie de vacances dans le bouclier canadien, près de la baie Georgienne, pour 2 semaines. Là-bas, je passais 1 semaine et demie sur l'île, puis 3 jours en excursion, ce qui consistait essentiellement à faire du canoë jusqu'à 2 différents emplacements dans la baie et à camper réellement sur ces sites, avec des tentes et tout, au lieu de dormir dans des cabanes. Je devrais aussi mentionner que le lac et les îles sur lesquelles le camp était construit étaient à l'origine des voies navigables, utilisées par les peuples autochtones pour se déplacer en canoë, et c'était aussi un grand lieu d'échanges commerciaux lorsque les colons sont arrivés. Ainsi, il y a un nombre étonnant d'épaves et d'histoires de fantômes dans la région. Il y en a une en particulier que je vais évoquer dans l'histoire principale parce que je pense que c'est important. Il y a quelques étés, je suis allé dans ce camp comme d'habitude. Je suis monté sur le lit du haut dans la cabane, j'ai rencontré mes camarades et moniteurs. L'excursion devait avoir lieu le lendemain matin à cause de l'emploi du temps, donc après m'être levé à 7 heures, nous sommes partis à 8 heures. Nous avons pris 3 canoës, les moniteurs barrant 2 d'entre eux et les campeurs les plus confiants le 3e. Je n'étais pas à la barre, car je suis nul à ça. Nous avons pagayé pendant 4 à 5 heures le long des canaux, et tout était assez normal jusqu'à ce que nous atteignions le premier campement. Le premier campement se trouvait sur une pointe nue couverte de rochers, et installer les tentes ainsi que se répartir en groupes pour ces tentes a été assez facile. Les conseillers avaient entoissé leurs propres tentes et installaient aussi les réchauds de camping parce qu'ils ne nous faisaient pas confiance avec eux. Après ça, nous sommes allés nager. C'est là que la première chose étrange s'est produite. J'avais acheté des lunettes de plongée et comme personne d'autre n'en avait, tout le monde voulait les essayer pour regarder sous l'eau. Arjun a pratiquement supplié pour les utiliser, alors je les lui ai donnés et j'ai commencé à chercher des écrevisses près du quai. 5 minutes plus tard, Arjun a surgi hors de l'eau, haletant, les yeux écarquillés. Il s'est précipité sur les rochers, criant que quelqu'un d'autre nageait sous lui. Personne n'a rien vu, et Marcus a même pris les lunettes et vérifié, mais il n'y avait rien. Arjun a été taquiné pour avoir paniqué. Il a boudé dans sa tente le reste de la soirée. Claire a dit que le lac te perturbe l'esprit, qu'il reflète le son de façon étrange, et que même la lumière s'y réfracte bizarrement. Cette nuit-là, il a plu fort. Au réveil, nos barils de nourriture scellés étaient trafiqués. Ils étaient à l'épreuve des ours et des ratons laveurs, verrouillés avec des anneaux en métal, et pourtant de la nourriture manquait. Certains avaient été traînés dans le lac, ainsi que le sac à dos de Daniela. Elle a dû nager pour le récupérer. Certains de ses vêtements avaient disparu. Personne n'a avoué avoir mal fermé les couvercles. On a blâmé la tempête et on s'est passé à autre chose. Nous avons pagayé plus loin dans la baie. La pluie était interminable. À un moment, nous avons entendu un étrange bruit de raclement sous notre canoë. C'était faible comme des ongles traînant sur le fond, mais j'ai mis ça sur le compte des rochers, ou peut-être que je l'avais imaginé. J'étais trempé, endolori et fatigué. Nous ne pouvions pas atteindre le 2e site par l'eau. Il se trouvait en haut d'une crête escarpée et boisée, alors nous avons dû faire du portage. Alors que nous transportions notre équipement le long d'un sentier boueux, Claire s'est arrêtée et a pointé du doigt une statue blanche en ruine sur la rive opposée du lac. C'était une statue de la Vierge Marie, à moitié submergée, ébréchée par des décennies de tempêtes. « As-tu déjà entendu l'histoire de la statue de Marie ?» demanda-t-elle. Nous ne l'avions pas entendue, alors elle continua à raconter. Il y a des années, une femme est venue ici camper avec son fils et sa fille. Un après-midi, elle est partie chercher du bois pour le feu et, à son retour, ses 2 enfants s'étaient noyés. Aucun bruit, aucun avertissement, ils avaient simplement disparu. Elle a érigé la statue pour eux et, quelques jours plus tard, elle est entrée dans le lac et n'en est jamais ressortie. Nous sommes tous restés silencieux après cela. Chacun de nous s'est tourné pour regarder l'eau. Arrivés au campement le soir, nous avons monté nos tentes et tenté d'oublier cette histoire. Mais alors que Daniela faisait la vaisselle près du lac, elle a soudainement crié « Nous nous sommes retournés et l'avons vu se débattre dans l'eau sombre, une jambe coincée sous la surface.
Elle pleurait et paniquait, criant « Ça m'attrape, ça tient sur ma cheville !» Brooklyn et Kaya se sont précipités et l'ont tirée hors de l'eau. Elle continuait à sangloter, répétant que c'était humain, que quelque chose avec des doigts avait refermé sa prise sur sa jambe. Cette fois, nous n'avons pas ri, pas après ce qu'Arjun avait vu, pas après les tonneaux de nourriture et pas après la statue cette nuit-là. J'ai dormi dans la tente la plus proche de l'eau avec Arjun et Daniela. Je me souviens à quel point l'air était humide et lourd. Les parois de la tente étaient incollantes à cause de la condensation, l'odeur du nylon mouillé rendant la respiration difficile. J'ai toujours eu du mal à rester endormi, et un peu après minuit, je me suis réveillé et c'est là que je l'ai entendu. Une voix venant du lac. C'était impossible, doux mais clair comme de la musique, comme quelqu'un que j'aimais, même si je ne la reconnaissais pas. « Lila, chuchota-t-elle, viens dans l'eau. Tu aimes nager, viens, nous t'attendons. » Ça semblait être une voix de femme. Mais elle était grave et veloutée, comme du miel, de la fumée et de la lumière du soleil tout à la fois. C'était la plus belle voix que j'ai jamais entendue. Je voulais... Non, j'avais besoin d'y aller, de marcher dans le lac et de ne jamais en sortir. Je me suis redressé, la main sur la fermeture éclair de la tente, sans l'ouvrir. Pourquoi ? J'étais trop épuisé. Après avoir pagayé des heures sous la pluie et à peine mangé, je n'avais plus l'énergie de bouger. Je me suis rallongé, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'épuisement m'emporter. J'y pense souvent, à quel point je suis passé près. Si j'avais été un peu moins fatigué, je pense que je serais allé marcher droit dans l'eau noire et qu'on ne m'aurait jamais revu. Je ne l'ai jamais dit aux autres. La situation me semblait trop bizarre et effrayante. Comme si en parler le rendrait réel ou le ferait revenir. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être l'esprit de la mère de l'histoire, ou peut-être autre chose qui vit ici, près du lac et dans les arbres, attendant les solitaires, les endeuillés et les curieux. Mais parfois, tard le soir, dans mon esprit, j'entends encore le murmure. Viens nager, et une partie de moi veut toujours savoir ce qui m'appelait. Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, et honnêtement, je ne vous en voudrais pas si vous ne me croyez pas, mais je vous jure que c'est vrai. J'en parle surtout parce que ça me pèse sur la poitrine depuis un moment, et c'est l'une des nuits les plus effrayantes de ma vie. Je vis dans un petit quartier en Géorgie, un endroit plutôt calme et retiré où tout le monde se connaît. Derrière notre quartier, il y a ce long chemin de terre étroit. Il n'est pas goudronné, il n'est pas signalé. Et à peu près tout le monde ici est d'accord pour dire qu'il est sacrément flippant. Il n'y a qu'une seule maison près du début, une vieille bâtisse penchée avec une boîte aux lettres rouillée et un poulailler dans la cour. Après ça, la route s'enfonce profondément dans les bois, et quand je dis profondément, je parle du genre de coin reculé qui commence à te sembler bizarre plus tu t'y enfonces. Maintenant, mon ami Jack nous a raconté cette histoire un soir, et ça l'a vraiment marqué. Il a dit que quelques semaines plus tôt, il marchait sur ce même chemin de terre, vers le crépuscule, quand soudain il a entendu des coups de feu. Pas juste un ou deux coups isolés, mais des rafales rapides, comme bam bam bam, encore et encore, plusieurs fusils ou armes automatiques qui tiraient en même temps. Il a dit que ça résonnait tout le long de la route, bien plus loin que là où se trouve la maison. On n'est pas idiot, on sait qu'il y a de la chasse dans ces bois, c'est la Géorgie rurale. Mais ça ne ressemblait pas à de la chasse. Selon Jack, c'était trop rapide et chaotique, comme si quelqu'un vidait des chargeurs, pas comme un tir précis sur des cerfs. Mais peut-être que ce n'était rien, non ? Mais bien sûr, comme on était juste une bande d'ados stupides avec plus de curiosité que de bon sens, Jack, moi et deux autres amis avons décidé qu'on devait aller voir par nous-mêmes. Un soir, on s'est entassé dans la voiturette de golf de mon pote et on a pris une route en terre. Il faisait nuit noire et la seule lumière qu'on avait venait des faibles petits phares de la voiturette de golf. Ce lampadaire près de la maison était éteint depuis longtemps, donc tout ce qu'il y avait au-delà n'était que des ombres. La route paraissait nous avaler. Les arbres penchaient au bas et étaient un proche peu de chaque côté, et de temps en temps on entendait des brindilles craquer ou des feuilles bruire dans l'obscurité. Juste assez de bruit pour vous garder sur les nerfs. Nous n'avions même pas parcouru une grande distance sur la route, peut-être quelques centaines de mètres, quand nous avons entendu quelque chose de gros. Du mouvement, des feuilles qui craquent, quelque chose d'énorme.
Nous avons ralenti et regardé devant nous, puis nous l'avons vu. C'était vraiment grand, très pâle, blanc ou grisâtre, difficile à dire exactement avec les phares qui balançaient et qui vacillaient, mais c'était clairement humanoïde, pas un animal. Il était juste là, avançant lentement entre les arbres sur le bord de la route, comme s'il n'était pas pressé, mais comme s'il savait qu'on l'observait. On s'est figé. Mon cœur battait la chamade, le silence régnait, c'était éloquent. On a fait demi-tour rapidement avec la voiturette de golf en marche arrière et on est reparti à toute vitesse vers le quartier. En partant, on a entendu un cri étrange et strident près de l'avant de la maison, sur le côté où se trouve le poulailler. On veut croire que c'était une des poules qui faisait ce bruit, probablement effrayée par nos phares ou quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, ça ne ressemblait pas à un bruit de poule. Ça ressemblait à quelque chose qui essayait d'imiter le bruit qu'une poule est censée faire. Sur le chemin du retour, nous sommes restés silencieux, regardant par la fenêtre comme si on s'attendait à ce que quelque chose surgisse des arbres pour nous attraper. Ce n'est qu'environ 10 minutes après notre retour à la maison que quelqu'un a parlé, et même là, aucun de nous n'a pu expliquer ce que nous avions vu. Ce n'était pas une personne, ce n'était pas un cerf, ce n'était rien que nous puissions nommer. Quelques jours après, nous y sommes retournés de jour. Nous sommes allés juste assez loin pour satisfaire notre curiosité et peut-être nous prouver que notre imagination nous jouait des tours. Mais voilà le truc, cette maison près de l'entrée, il y a un portail à côté, un portail auquel nous n'avions pas vraiment prêté attention parce qu'il était en partie enfoui dans les broussailles. Mais maintenant c'était plus clair, et il y avait un panneau jaune et rouillé, mais on pouvait encore le lire. Zone interdite par le gouvernement. Défense d'entrée. Nous sommes restés là à le regarder longuement. Aucun de nous n'a dit ce qu'il pensait, mais je crois qu'on savait tous. Quoi qu'il y ait eu dehors cette nuit-là, quoi que Jack ait entendu et quoi que nous ayons vu, nous n'étions pas censés le savoir. Et nous n'y sommes jamais retournés depuis. Je vis dans une région rurale avec mon grand-père âgé, car je suis son principal aidant. Nous avons très peu de voisins, pas de trottoirs, une petite ville. Nous avons très peu d'effractions, ou rarement de crimes en général, beaucoup de zones boisées et de terres agricoles. Ma maison est entourée de bois et une rangée d'arbres nous sépare de tous nos voisins. J'ai une formation approfondie aux armes à feu et j'ai également travaillé comme instructeur en armes à feu par le passé. Vendredi dernier, j'étais assis dans mon sous-sol sur mon canapé, presque endormi. C'était quelque chose d'assez habituel. Mon canapé ST est placé devant une grande fenêtre dont les stores lui sont toujours fermés et la porte vitrée qui mène dehors est recouverte d'un rideau semi-transparent. On peut voir à travers, mais juste assez pour distinguer des silhouettes. Il était presque 11 heures du soir et je regardais un film avec un casque sur les oreilles quand j'ai cru entendre un bruit. Dehors, ce qui est étrange étant donné que je portais un casque avec le volume assez fort. Alors j'ai enlevé le casque pour écouter de plus près, et j'ai entendu ce qui ressemblait à des pas sur l'allée de gravier juste devant ma porte. Mais ce n'était pas une marche, c'était plutôt comme si quelqu'un dansait ou courait à toute vitesse, comme s'il se déplaçait très rapidement. À ce moment-là, je me suis levé et j'ai regardé par la porte vitrée. Mais je n'ai rien vu, alors j'ai mis ça sur le compte d'un animal ou quelque chose comme ça. Je me suis rassis sur le canapé et j'étais sur le point de remettre mon casque quand j'ai entendu 3 coups distincts à ma fenêtre juste en face de mon canapé. Naturellement, j'ai sursauté, parce que personne que je connais ne ferait ça. Il m'aurait appelé ou aurait simplement frappé à ma porte, surtout à une heure aussi tardive. Alors que je me relève, j'entends à nouveau le gravier de l'allée crisser, cette fois plus fort, comme si quelqu'un s'enfuyait. La direction dans laquelle je les ai entendus courir mène directement dans un fourré de ronces et une zone boisée dense. Alors je prends mon fusil, que je garde dans le placard juste à côté de la porte du sous-sol, et je sors. En utilisant la lampe torche fixée au fusil, je balaye la lisière des arbres à la recherche de menaces potentielles, car je suis convaincu à ce moment-là que des gens sont ici pour me cambrioler. Je ne vois rien et je rentre à l'intérieur en me disant que c'était peut-être, probablement en essayant de me convaincre moi-même, peut-être que ça pouvait être un animal quelconque. À ce moment-là, j'éteins toutes les lumières à l'intérieur et je me tiens juste derrière la porte vitrée avec le store, avec le projecteur extérieur allumé.
De cette façon, je pouvais voir dehors, et personne ne pouvait voir à l'intérieur, je surveillais simplement pour m'assurer que tout allait bien avant d'aller me coucher. Il fait extrêmement silencieux dehors, comme dans les histoires effrayantes, quand on dit que même les insectes et les oiseaux se taisent. C'est ce qui se passait. Pas un seul grillon, ni sauterelle, rien du tout qui faisait du bruit. Alors que je suis presque prêt à abandonner et à me dire que ce n'était que mon imagination, j'aperçois une lueur vacillante dans les bois devant moi. Si je devais deviner, c'était peut-être de la taille d'une pièce de 10 centimes, comme le reflet des lumières de ma maison sur du métal ou quelque chose comme ça, suivi par le bruissement des buissons. Alors, une fois de plus, je sors et je crie « Hey !» pour voir si je pouvais effrayer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais j'entends un chuchotement fort. C'est la meilleure façon de le décrire. C'était un chuchotement, mais assez fort pour que je l'entende à une trentaine de mètres, qui me répond « Hey !» À ce moment-là, je suis terrifié. Je sais que c'est une autre personne, alors j'épaule mon fusil, je pointe la lampe torche montée vers les bois à nouveau, et je leur crie « Mauvaise maison, quittez ma propriété à moins que vous ne vouliez mourir ce soir. » À ce moment-là, sur ma droite, j'entends quelqu'un siffler doucement. On aurait dit qu'il imitait un oiseau. Des sifflements doux venaient de la même lisière d'arbres, juste un peu plus à droite. À ce moment-là, je me tourne et je vise mon fusil à environ 6 mètres devant et à gauche de la lisière. Pas exactement dans la direction du bruit, au cas où ce serait juste des gamins en train de faire une blague ou quelque chose comme ça, et je tire 5 coups dans le sol pour effrayer qui que ce soit. Je gardais la lampe torche vers les arbres, guettant le moindre mouvement. Le chien de mon voisin a aboyé. Je suppose que c'était à cause des coups de feu, mais je n'ai vu aucun mouvement ni personne s'enfuir. Je n'ai entendu aucun bruit de pas s'enfuyant. Je suis descendu du côté droit d'où venait le sifflement, scrutant les bois à la recherche du moindre signe de présence humaine. Mais je n'ai toujours vu personne. Alors que je remonte vers la maison en me demandant ce qui vient de se passer, mon grand-père de 84 ans m'attend à la porte et me demande ce qui s'est passé. Il a encore toute sa tête, même si physiquement ce n'est plus trop ça, mais je lui ai expliqué. Il a chargé son revolver et l'a posé à côté de son lit au cas où quelqu'un essaierait d'entrer par effraction pendant la nuit. Nous dormons à des extrémités opposées de la maison et à des étages différents pour plus de sécurité. Après l'avoir remis au lit, je vais à la cuisine à l'étage et je prends une bouteille d'eau dans le frigo. En refermant la porte du réfrigérateur, j'entends des pas, sur le toit de notre maison à 2 étages. Le point le plus bas du toit nécessiterait une échelle pour y accéder. Je veux dire, même un sauteur en hauteur olympique ne pourrait pas faire ce saut. J'ai des frissons sur tout le corps. Les poils de ma nuque se dressent. La peur totale, c'est la meilleure façon de l'expliquer. Mon grand-père, étant presque sourd, bien sûr, ne l'a pas entendu et je suis sûr qu'il dormait déjà à nouveau. Je suis resté figé à écouter. Les pas étaient lourds, de la taille d'un homme adulte, avançant lentement de sa chambre vers la cuisine où je me trouvais. Il y a un puits de lumière sur le toit de la cuisine. Je reste immobile et je lève les yeux vers lui, priant pour que rien ne me regarde en retour. J'ai attendu quelques minutes et les pas ont continué, allant et venant d'un côté de la maison à l'autre. J'ai couru pour redescendre. J'ai rapidement attrapé mon fusil et je suis sorti en courant, comptant sur mon entraînement pour neutraliser la menace si nécessaire, sans savoir à qui ou à quoi j'avais affaire à ce moment-là. J'essaie de me calmer en me concentrant sur le contrôle de ma respiration pendant que je vais dans la cour avant et que je commence à balayer le toit avec la lampe torche fixée sur mon arme, mais je ne vois rien. Je fais le tour de la maison, scrutant les arbres et le toit à la recherche du moindre signe de quelqu'un ou de quelque chose. Encore une fois, je n'ai rien vu. J'ai crié à 2 reprises « Je ne sais pas qui tu es, mais tu ferais mieux de foutre le camp d'ici ». J'ai fini par abandonner et rentrer pour regarder la télé, fusil en main, toute la nuit. Et c'était la fin de l'histoire. Plus rien d'étrange ou d'inhabituel depuis cette nuit-là. Inutile de dire que les dernières nuits ont été difficiles, avec peu ou pas de sommeil. Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu d'hallucinations auparavant, et je ne suis même pas sûr que des hallucinations puissent être aussi réelles. J'en ai discuté avec des proches et amis, mais ils ont minimisé le sujet. Ils ont dit que j'avais peut-être imaginé les bruits de pas, que le sifflement pouvait être un oiseau, et que ça pouvait être une blague d'enfant. Mais moi, je n'en suis pas si sûr.
Tout cela m'a laissé avec quelques questions. Suis-je fou? Ai-je tout halluciné? Si c'est le cas, pourquoi les hallucinations n'ont-elles duré qu'une nuit? Serait-ce une farce très bien exécutée? Oui, je suppose. Qui ferait ça sans sortir avec une caméra ou crier « bouh » pour révéler la blague? Quel est l'intérêt de le faire sans se dévoiler? Le sifflement aurait pu être celui d'un oiseau. Je ne suis pas un expert en oiseaux, mais le chuchotement fort, le foin, les bruits de pas distincts et lourds sur le toit après, je ne pense pas que les oiseaux puissent pas parler, grogner ou peser 90 kilos. Bref, c'est mon histoire. C'est ma première rencontre possible avec un cryptide. J'ai déjà vécu des choses étranges et inexplicables dans le passé, mais je suis au mieux sceptique en ce qui concerne le paranormal. Cependant, cette rencontre m'a vraiment fait flipper et m'a amené à remettre certaines choses en question maintenant. Quand j'étais enfant, je passais mes étés au Nouveau-Brunswick avec la famille de ma mère. Ils sont Mi'kmaq et ils vivent dans une réserve pas loin de la côte. J'étais le cousin blanc. Pâle, citadin, jamais à ma place mais toujours en quête d'intégration. Chaque mois d'août, mes parents me déposaient et je passais quelques semaines à courir pieds nus avec mes cousins, à attraper des grenouilles, à jouer à cache-cache dans les bois et à apprendre juste assez de la langue pour qu'on se moque de moi quand je disais des choses de travers. J'adorais ça, j'avais l'impression d'entrer dans un monde complètement différent. Il existait une zone interdite d'accès pour nous tous. Au fond de la forêt, derrière la maison de ma tante, là où les troncs d'arbres poussaient si près les uns des autres qu'on pouvait à peine passer sans frôler l'écorce. C'est ainsi que les anciens appelaient le cimetière. On ne pouvait y accéder qu'en suivant un étroit sentier de serre qui menait finalement à une clairière basse et couverte de mousse, où la terre formait d'étranges petites buttes. Ils m'ont dit que ces buttes étaient les demeures des petits êtres, des esprits gardiens. Ils n'étaient là pas vraiment maléfiques, mais ils étaient le malicieux, anciens et territoriaux, et n'aimaient pas être dérangés. J'aimerais me rappeler le mot qu'on utilisait pour ça dans ma famille. C'était un long mot mélodieux, mais oublié depuis. Je me souviens seulement à quel point les adultes étaient sérieux quand ils en parlaient honte. Pas de plaisanterie ni de rire, juste un respect total. Bien sûr, mes cousins trouvaient hilarant d'oser demander aux gamins blancs d'entrer seuls dans le cimetière. J'aurais dû dire non. Je savais que je ne devais pas y aller. Mais quelque chose au fond de ma poitrine hurlait en moi. De ne pas le faire. Mais j'étais jeune, j'avais peut-être 9 ou 10 ans, et j'étais désespéré de me sentir accepté. Alors j'ai accepté et je les ai suivis dans les bois. Ils ont attendu que nous soyons à peu près à mi-chemin de la clairière avant de traîner derrière et de me dire que je devais finir le reste tout seul. Je me souviens encore de la façon dont l'air a changé quand j'ai quitté le sentier pour entrer dans le cimetière. C'était en août, il faisait chaud et humide, pas une seule brise, mais à l'intérieur de cette clairière, l'air semblait plus froid et plus dense. Les cigales se sont tues, je n'ai même pas senti un moustique. Je me souviens d'avoir pensé à cette scène dans Blanche-Neige quand elle court à travers la forêt et que les arbres semblent vivants, tendant les bras vers elle. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Je n'y suis resté que quelques minutes, du moins c'est mon impression. J'ai marché entre les monticules en faisant attention de ne pas marcher dessus et j'ai murmuré une petite excuse. Même si je ne savais pas à qui ou à quoi je m'adressais, puis quelque chose a changé, la lumière est soudainement devenue étrange. Il était l'après-midi quand je suis entré, sous une lumière dorée éclatante, et maintenant le ciel au-dessus des arbres était sombre et meurtri, comme au crépuscule. Et j'ai réalisé, pris de panique, que je n'avais aucune idée d'où j'étais. Le chemin par lequel j'étais venu avait disparu. Je tournais en rond lentement, appelant mes cousins, mais ma voix semblait s'étouffer, comme si je criais sous l'eau. Je ne pleurais pas, mais j'en avais envie. Je me sentais observé et suivi, pas par un animal, mais par autre chose. Finalement, j'ai réussi à sortir de là, je ne me souviens pas comment. Je me souviens juste d'avoir déboulé dans le jardin de ma tante, tremblant, et de voir mes cousins assis sur le porche, pâles et abasourdis. Je n'étais parti que depuis 5 minutes. J'étais parti depuis plus d'1 heure. Nous n'en avons jamais parlé aux adultes. Je ne voulais pas être une balance, et les cousins avaient trop peur d'expliquer leurs actes. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange est arrivé.
Nous dînions autour de la table de la cuisine. Les fenêtres étaient entrouvertes, et comme mentionné, il faisait chaud et lourd. Et puis soudain, la fenêtre juste à côté de moi s'est brusquement ouverte. Le capteur de rêve suspendu au-dessus s'est mis à tourner violemment, fouettant en cercle, comme s'il était pris dans un ouragan. Toutes les autres fenêtres étaient immobiles. C'était juste celle-là. La pièce était silencieuse comme la mort. Tout le monde fixait la trappe rêve. Personne ne prononça un mot. Après cela, des choses ont commencé à me suivre. De retour en ville, j'ai commencé à souffrir de somnambulisme. J'ai fait les mêmes cauchemars chaque nuit pendant des mois. Quelque chose murmurant depuis la forêt m'appelait à revenir. Mes parents ne savaient pas quoi faire. Je ne mangeais plus et me réveillais inexplicablement devant la porte d'entrée. Et chaque été après ça, ma famille, sur la réserve, me donnait un nouveau capteur de rêve à ramener à la maison. Ils n'ont jamais expliqué pourquoi. Je me souviens avoir surpris ma tante et certains anciens en train de parler à voix basse à mon sujet. Des mots comme enlever, appeler et protection, mais ils ne m'ont jamais laissé faire partie des conversations. Finalement, les cauchemars se sont estompés, mais le sentiment ne m'a jamais quitté. Maintenant, adulte, je ne m'approche d'aucun mot qui me semble étrange. Pas même un peu. L'année dernière, je faisais une randonnée avec mes enfants et quelqu'un a montré ce qu'on appelait un cercle de fées sur le sentier. Ils ont ri. Moi non. Je me suis retourné et j'ai ramené mes enfants à la voiture parce que maintenant je sais mieux. Je sais que quand quelque chose dans la forêt t'appelle par ton nom, tu ne réponds pas. Je viens d'Europe, du sud de l'Allemagne pour être précis. Cela m'est arrivé il y a seulement 2 ans, dans l'un des coins les plus pittoresques et charmants du pays, niché au pied des Alpes. C'est le genre d'endroit où la frontière entre la nature sauvage et le village devient floue. J'habite près de l'une de ces forêts et le télétravail m'a offert le luxe de prendre mes pauses déjeuner en plein air. C'est devenu une routine. Je ferme mon ordinateur, prends un sandwich et vais me promener dans les bois pendant 1 heure. C'était comme une remise à zéro quotidienne pour mon cerveau, comme si je glissais dans un autre monde pendant un moment, un monde où les bruits d'entourage du travail et du stress ne pouvaient pas m'atteindre, mais où autre chose le pouvait. Ce printemps-là, nous avions eu une tempête brutale, l'une des pires depuis des années. Elle avait traversé notre région avec une fureur incroyable, arrachant des lignes électriques, endommageant des maisons et laissant la forêt dévastée. Des pans entiers d'arbres avaient été détruits. De vieux troncs en décomposition depuis des décennies se sont effondrés. Certains de ces arbres tombés étaient énormes, avec des racines tordues et exposées aussi grandes que des voitures. Leur effondrement a créé une étrange nouvelle clairière et des sentiers, comme si la forêt avait été remodelée du jour au lendemain. Et étrangement, ces arbres tombés sont devenus une sorte de terrain de jeu improvisé. Les gens grimpaient dessus, s'asseyaient le long de leurs troncs comme sur des bancs. Les enfants s'en servaient comme poutre d'équilibre. Moi aussi, ça m'arrivait parfois. Il y en avait un que j'aimais particulièrement. Un pin couvert de mousse qui s'était fendu à mi-hauteur et s'était doucement incliné en pente, parfait pour s'asseoir et regarder le soleil se coucher à travers la canopée qui s'éclaircissait. Et c'est exactement ce que je faisais quand c'est arrivé. C'était la fin de l'après-midi, au début de l'heure dorée. Le soleil baignait la forêt d'une lumière ambrée et chaleureuse. L'air était immobile et silencieux. Je me rappelle avoir trouvé ça parfait, comme c'était paisible. Les oiseaux qui chantent, l'odeur des aiguilles de pin, et il n'y avait rien d'autre que le calme. Et puis je l'ai entendu. Un cri aigu. Court, perçant et totalement anormal. Il a tranché le silence comme un couteau. Ce n'était pas humain, mais ce n'était pas entièrement animal non plus. Pas comme un oiseau, un cerf ou un renard que j'avais déjà entendu, et j'ai vécu dans ces bois toute ma vie. Ça sonnait déformé, comme quelque chose qui essayait d'imiter un cri humain, mais juste assez faux pour vous donner la chair de poule, comme si quelqu'un imitait la peur sans savoir ce que cela signifiait. Je me suis figé, tout mon corps tendu. Quelque chose en moi avait soudainement hurlé de me lever et de partir. J'ai sauté de l'arbre, le cœur battant, et j'ai marché vite. Je n'ai pas couru par peur de faire trop de bruit. Je n'ai pas regardé en arrière, j'avais l'impression que si je le faisais, je verrais quelque chose que je n'étais pas censé voir,
que je ne pourrai pas oublier. La terreur a été immédiate et accablante, inexplicablement. Le cri n'était que le déclencheur. Mais ce sentiment était la véritable terreur. Ce n'était pas un cri de douleur ou de danger. C'était un son fait pour attirer. Je ne pouvais me défaire de l'impression que, peu importe ce qu'il avait produit, il m'avait vu en premier. De retour chez moi, j'ai fait comme tout le monde et cherché sur Google. Toutes les variantes de cris dans la forêt, hurlements dans les bois allemands, sons d'animaux près de la sortie. La correspondance la plus proche était un renard. Apparemment, les renards peuvent crier comme une femme déformée en train de pleurer. Il existe même des enregistrements en ligne, et j'ai bien sûr joué ces sons et les ai écoutés encore et encore. Mais ce n'était pas la même chose. Les cris du renard sont étranges, mais il y a quelque chose de sauvage et de paniqué en eux. Ce que j'ai entendu ce jour-là était à froid, délibéré, et plus j'essayais de me convaincre que c'était un renard, plus mon estomac me disait non. C'était différent, j'ai évité la forêt pendant plus d'une semaine. À mon retour, quelque chose avait changé. Tous les arbres tombés avaient été dégagés, probablement par les services de nos forestiers, mais même si les camions étaient repartis, la forêt portait encore les blessures, des branches cassées et de profondes traces dans le sol. J'ai depuis souvent traversé cette forêt, toujours belle et paisible. Mais je ne suis plus jamais monté sur un autre arbre tombé depuis, et je suis reconnaissant de ne plus jamais avoir entendu ce cri. C'était l'anniversaire de ma mère, et elle voulait fêter ça en grand. Notre famille élargie possède une propriété rurale près d'un volcan célèbre à l'extérieur de Mexico, Popocatépetl. Si vous en avez entendu parler, il est entouré d'histoires et de mythes depuis des centaines, voire des milliers d'années. Cette nuit-là, la maison était pleine de rires, de musique, de famille et d'amis. Tout le monde buvait, mangeait et profitait de l'air chaud de la montagne. Vers 22h, ma mère a réuni un groupe d'entre nous pour annoncer qu'elle voulait faire quelque chose d'un peu effrayant pour clore la soirée. Allons dans les bois et racontons des histoires effrayantes. Ce n'était pas une surprise, elle a toujours adoré les histoires de fantômes et les légendes, j'ai grandi avec ça. Alors j'ai tout de suite dit oui et j'ai suivi le groupe pendant qu'on quittait la maison pour s'enfoncer dans l'obscurité. C'était une nuit fraîche sans lune et la forêt était dense et pleine d'ombre. Nous utilisions nos téléphones comme lampes, mais la plupart du temps nous marchions par habitude, car c'était un endroit familier. Après environ 15 minutes de marche et de zigzag à travers les bois, nous nous sommes arrêtés dans une étrange petite clairière sur une pente, un peu comme une terrasse naturelle dans le paysage. Il y avait 2 sentiers de terre, l'un au-dessus de notre position, et l'autre environ 60 à 90 cm plus bas. Il n'y avait qu'une seule lumière, un lampadaire solitaire au bas du sentier, projetant une lueur orange terne. Nous nous sommes tous rassemblés près du bord du sentier, et je me suis levé, faisant face au groupe, prêt à raconter mon histoire. Il tournait pendant le dos au bois derrière moi, et je regardais la pente en direction du sentier inférieur et de la lumière. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose bouger. Au début, j'ai cru que c'était un jeu de lumière, une ombre qui se déplaçait au mauvais endroit, mais ensuite, la chose est apparue complètement, dans le halo de la lampe. Je me suis figé, ma bouche est devenue sèche et j'ai dit « Il y a quelque chose là-bas ». Tout le monde s'est retourné et nous l'avons tous vu. Il faisait peut-être 1 mètre de haut, petit mais indéniablement présent. Il marchait debout sur 2 jambes comme un humain, mais son corps était horriblement disproportionné. Environ 80% de sa masse corporelle se concentrait dans ses jambes. Ses pattes arrière, turquines, musclées et anguleuses comme celles d'une chèvre, se terminaient par de petits sabots pointus, claquant légèrement contre le sol. Son torse était curieusement court, comme ajouté après coup. Ses bras, si on peut les appeler ainsi, étaient point minuscules, semblant inutiles, collés à ses flancs, comme des bras de T-Rex. Et sa tête avait la forme d'une chèvre, mais quelque chose n'allait pas. Le museau était trop petit, les traits avaient quelque chose d'humain. Des yeux vifs, une étrange conscience dans son regard posé sur nous. 2 petites cornes torsadées qui se recourbaient vers l'arrière depuis son crâne, et sa bouche était légèrement entr'ouverte alors qu'il respirait, presque haletant. Il nous a regardés, puis il s'est tourné lentement et a commencé à s'éloigner sur le sentier, mais tous les quelques pas, il s'arrêtait et jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, si tant était qu'il en avait une, comme s'il était curieux, comme s'il nous étudiait. C'est à ce moment-là que le chien est apparu.
De nulle part, ce gros chien errant, un bâtard qui devait vivre à l'état sauvage, a surgi des broussailles en grognant et s'est jeté sur la créature en aboyant furieusement. La créature, surprise, a sursauté avant de se retourner et de filer dans les bois à toute vitesse. Le chien s'est lancé à sa poursuite et tous deux ont disparu dans l'obscurité. Personne n'a dit un mot, pas au début. Puis ma mère a dit doucement « D'accord, on devrait peut-être rentrer à la maison maintenant. » Nous avons marché en silence. De retour à l'intérieur, avec les lumières allumées et les portes verrouillées, les gens ont commencé à rire nerveusement, feignant d'être moins secoués qu'ils ne l'étaient vraiment. Mais la tension était toujours présente dans l'air. Et puis quelqu'un, peut-être mon oncle, a dit « Dessinons-le, que chacun de ceux qui l'ont vu dessine ce qu'il a vu. » Et c'est ce que nous avons fait, chacun de notre côté, sans regarder le dessin des autres jusqu'à ce que tout soit terminé. Personne n'avait parlé de ce qu'il avait vu et, comme je l'ai dit, personne n'a regardé la feuille de l'autre, et chaque dessin était identique. Les mêmes proportions déformées, les mêmes longues pattes de chèvre, les mêmes petits bras et le même torse trapu, le même visage mi-humain mi-chèvre avec de petites cornes. Certains étaient en plus détaillés que d'autres, mais il n'y avait aucun doute. Nous avions tous vu la même chose. Personne n'a pu l'expliquer. À ce jour, nous ne savons pas ce que nous avons vu. Ce n'était pas un costume, ce n'était pas un tour, ni une hallucination. Nous l'appelons simplement celui que nous avons vu cette nuit-là. Je ne suis pas retourné dans la forêt depuis, et quand j'y repense, je me demande si le chien ne l'avait pas chassé. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Je ne suis ni garde forestier, ni guide, ni rien de tout ça. Mais j'ai fait du camping toute ma vie, littéralement 39 ans, et ma famille en fait depuis encore plus longtemps. 30 ans avant ma naissance, même parc, même nature sauvage, c'est plus qu'un lieu à visiter, c'est une partie de nous. Il est difficile de décrire ce sentiment si on ne l'a pas vécu soi-même. Ce n'est pas seulement une question de familiarité. C'est une sorte de reconnaissance. Tu entres dans la forêt et la forêt entre en toi. Chaque arbre, chaque tournant du sentier, même la façon dont la lumière filtre à travers la canopée, tu le sais simplement. C'est comme rentrer chez soi dans un endroit qui ne change jamais, même si tout le reste dans la vie change. À l'âge de 10 ans, lors d'une de nos excursions estivales habituelles, quelque chose a changé. Toute la famille était là, oncles, cousins, mes parents. Le temps était parfait, des journées claires, des nuits fraîches. Nous étions à notre endroit préféré, niché dans une vallée avec des sentiers serpentant à travers les pins épais et les affleurements de granit. J'adorais cet endroit. Mais dès la première nuit, j'ai fait un rêve. Je marchais sur un sentier que je connaissais tout bien, mais cette fois, je me suis arrêté à un petit virage, juste après un vieil arbre qui penchait toujours légèrement vers la pente. Et là, sur le côté du sentier, caché juste assez pour qu'on le rate si on ne le cherchait pas, il y avait quelque chose. Et il y avait une grotte. Ce n'était pas un cauchemar, rien de grave ne s'est produit. Je me suis approché de l'entrée de la grotte, suis resté silencieux, puis me suis réveillé. La nuit suivante, j'ai fait le même rêve, le même sentier, le même virage, la même grotte. Ça continuait chaque nuit de ce voyage. J'en ai finalement parlé à ma famille autour du feu de camp et je leur ai demandé s'ils connaissaient une grotte comme celle-là, en la décrivant en détail. La pente des collines, les rochers s'en empilaient à l'entrée, même le rocher couvert de mousse à côté. Ils ont tous secoué la tête. Personne ne connaissait l'existence d'une grotte dans cette zone. J'ai abandonné, mais ça me tracassait toujours. Alors, vers la fin d'un voyage, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir un des gardes forestiers pour lui raconter mon rêve, le sentier, l'endroit. Il m'a regardé un instant, puis il a dit « Il y a 12 ans, il y avait une grotte là-bas, exactement là où tu dis, juste au détour du chemin, avec tous les repères. Apparemment, elle était devenue un problème, un ours avait commencé à l'utiliser et s'approchait trop du camping principal, ce qui créait un danger pour les visiteurs. Alors les gardes l'ont fait combler, ont nivelé ce qu'ils pouvaient et ont scellé le reste, discrètement. Ils ne voulaient pas que les gens quittent eux le sentier pour la chercher, creuser, se blesser ou attirer des animaux sauvages. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Ce n'était mentionné dans aucune brochure, guide ou plan du parc. Je n'étais pas un gamin précoce qui avait étudié la topographie. Je l'ai juste rêvé. Et ce n'est ce qu'une fois arrivé dans le parc. Je n'ai parlé de ce voyage à personne après, non par peur.
parce que c'était quelque chose de privé que la Terre avait choisi de partager avec moi. Je ne voulais pas que ça devienne des ragots ou des histoires salutaires racontées autour du feu de camp. Je ne souhaitais pas que quiconque creuse ce que la forêt tentait de dissimuler. Je ne suis pas superstitieux, et je n'ai jamais cru aux fantômes, voyants ou autre chose du même genre. Mais je crois que quelque chose dans cette montagne a communiqué avec moi. Camper dans la nature est censé être une échappatoire paisible, mais parfois la forêt a une façon de vous faire douter de la réalité. Une nuit, lors d'un voyage avec des amis, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. 2 rencontres distinctes avec ce qui semblait être mon ami. Sauf qu'il jure qu'il n'a jamais quitté sa tente. Que ce soit une blague, un tour de l'esprit ou quelque chose de bien plus étrange, je ne le saurai jamais. Mais cela reste la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue en camping. 2 choses me sont arrivées cette nuit-là, toutes 2 impliquant le même ami et toutes 2 liées à mon besoin d'aller aux toilettes. Vers 10h du soir, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Alors j'ai quitté notre emplacement pour utiliser les sanitaires, qui se trouvaient à environ 1/4 de mile. Il faisait noir, comme dans un four. Alors que je marchais, j'ai vu l'un de mes amis, qui était avec nous, sortir d'un sentier menant à un emplacement de camping inutilisé et s'engager sur le chemin principal. Cet emplacement inutilisé se trouvait à une bonne 50aine de mètres du nôtre. Mon ami a une démarche très reconnaissable et particulière, donc je savais que c'était lui. À plusieurs reprises, il s'est retourné et a demandé « Pourquoi tu me suis ?» Il était toujours à environ 12 mètres devant moi et j'ai répondu « Je vous ai littéralement dit que j'allais aux toilettes, puis j'ai demandé « Pourquoi es-tu venu d'un autre endroit ?» Il a accéléré le pas et j'ai fini par le perdre dans l'obscurité. Je suis arrivé aux toilettes sans le revoir, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis retourné à notre emplacement, où bien sûr il était. J'ai commencé à demander pourquoi il me faisait marcher, mais tout le monde a nié que mon ami ait même quitté le campement. Bon, il me taquine, ce n'est pas grave. Puis, à 3h du matin, je me suis réveillé avec envie d'uriner. Je suis allé dans les bois. En revenant, j'ai entendu distinctement le bruit d'une fermeture éclair de tente qu'on ouvre. Dans l'obscurité, j'ai reconnu mon ami. Je l'ai à peine vu, mais j'ai clairement entendu la fermeture éclair de la tente se refermer. En m'approchant des tentes, je pouvais le voir plus clairement. Il a fait quelques pas, puis il allumait une cigarette. J'ai vu son visage encore plus clairement dans les étincelles du briquet, surtout quand il a enfin pris. Il a allumé sa cigarette, a tiré une bouffée et a dit « Tu m'entends ?»« Ouais, je t'entends. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Tu m'entends ?»« Ouais, pourquoi tu essaies de réveiller tout le monde ? Il a un peu secoué la tête vers moi, puis il s'est tourné et a marché vers la voiture à une dizaine de mètres. Pensant qu'on se moquait encore de moi, je l'ai suivi. Je l'ai perdu de vue derrière une voiture, j'ai tourné au coin et il avait disparu. Là, j'étais énervé. Il pensait être tellement drôle, alors je suis retourné à sa tente. Elle était toujours fermée et je pouvais l'entendre ronfler faiblement à l'intérieur. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu, mais ça ressemblait, sonnait et marchait exactement comme mon ami. J'étais légèrement ivre, mais pas au point d'halluciner. Il nie avoir quitté sa tente ou être passé dans les bois devant moi. Je n'ai aucune explication pour ce qui s'est passé. Cela s'est passé il y a quelques années, le 24 mars 2022. J'avais 16 ans et je venais tout juste d'obtenir mon permis de conduire. La famille de mon ami partait en excursion d'une journée à la plage. Pacific City, Oregon et quelques-uns de nos amis ont décidé que, puisque je venais d'avoir mon permis et une nouvelle voiture, on devrait tous monter dans ma vieille 300 ZX, enlever les toits T et partir pour un beau voyage vers la côte. Tout se passait bien, à part l'inconfort d'être 4 gars, entassés dans un petit coupé pendant 2 heures de route. Après avoir atteint la côte et passé une bonne journée, nous avons rangé nos affaires et commencé à rentrer chez nous. Mon ami a proposé de prendre une route. Il connaissait la route d'accès Nestucca. Pour ceux qui connaissent la forêt de Tillamook chez nous. Au lieu de prendre l'autoroute principale, cela prendrait 45 à 60 minutes de plus. Mais il disait que c'était joli et que ce serait un beau changement de décor, alors j'ai accepté.
Le soleil se couchait et dans la forêt dense, il a vite fait sombre et avant que nous nous en rendions compte, il n'y avait plus de réseau mobile. Pas de maison et absolument aucune voiture, ce qui est assez typique pour les chaînes de montagnes entre la côte de l'Oregon et la région métropolitaine de Portland, donc ce n'était rien qui m'inquiétait. Après environ 10 miles de plus, j'ai vu un véhicule utilitaire sport vert tirant une caravane qui s'était écrasée et était sur le bas-côté de la route. Comme il n'y avait personne autour, nous avons décidé de nous arrêter pour vérifier que tout le monde allait bien et proposer notre aide. Il était probablement à 2 ou 3 mètres de la route, sur une pente, seulement retenu par des arbres, qu'il avait percutés, et la caravane était complètement détruite. Les 2 parois latérales étaient enfoncées, et le contenu du camping-car était éparpillé tout le long de la pente. Le véhicule utilitaire sport était rempli de vêtements et d'emballages alimentaires. Presque toutes les vitres étaient bandées brisées, et il y avait des taches de sang assez importantes sur ce qui restait de la vitre de la portière conducteur, mais le pare-brise ne semblait pas particulièrement endommagé compte tenu de la gravité de l'accident. Il n'y avait personne dans ou près de la voiture et le camion s'était arrêté près de nous. Nous lui avons dit que nous n'avions vu personne et que nous allions simplement continuer notre route. Il a continué sa route et peu après, nous avons repris la nôtre. Nous avons dû rouler assez lentement car l'état de la route empirait de plus en plus, avec d'énormes nids de poules et des fissures sur la chaussée. Ce n'était clairement pas prévu pour les voitures basses. 3 à 5 miles après le lieu de l'accident, il y avait un virage assez serré sur la droite, avec une aire de stationnement au sommet du virage. Alors que mes phares faibles éclairaient les arbres derrière l'aire de stationnement, j'ai vu ce qui ressemblait à un homme pâle, à la peau flasque. D'après ce que je pouvais voir, il était nu, mais se trouvait en partie derrière de hautes herbes ou des buissons, donc je ne pouvais voir que le bas de son ventre. Il n'avait pas de cheveux et était un peu recroquevillé, comme on imagine un vieil homme courbé, simplement en train de fixer ma voiture. Il n'avait pas de traits marquants, mais ce dont je me souviens le plus, ce sont ses yeux, qui reflétaient les phares de ma voiture aussi vivement que des yeux de chat, et tout son corps était tourné pour continuer à regarder la voiture pendant que nous passions. Je ne savais pas quoi faire ni quoi penser, et mes amis dans la voiture regardaient tous derrière nous et affirmaient en an que la créature s'était un peu penchée hors des buissons pour nous regarder partir. Nous étions tous terrifiés et nous discutions de ce que nous venions de voir, en nous demandant si c'était un drogué qui venait d'avoir un accident et qui était parti à pied, ou si c'était une créature paranormale. J'ai agi comme si c'était la première option. Mais plus j'y pensais, plus ça ressemblait à quelque chose qu'on verrait dans un espace liminal ou sur une mauvaise image générée par une intelligence artificielle. Pas de sourcils, pas de cheveux, une peau blanche pâle et flasque comme quand une personne perd des centaines de kilos en peu de temps, sauf que c'était flasque sur les joues, le cou et les bras, mais ça paraissait maigre et fragile. On est rentré chez nous en vitesse, et j'ai un peu raconté cette histoire quand le sujet des expériences paranormales revenait. Vers juillet 2023, le frère de ma copine de l'époque et moi étions assez proches, donc lui, son ami et moi, on conduisait sur les sentiers des montagnes Dixie en racontant des histoires de fantômes et tout ça quand je leur ai partagé cette histoire. L'ami de son frère a dit qu'il avait vu le même accident et m'a montré une photo du véhicule utilitaire sport, mais il a dit qu'il n'avait rien vu de bizarre. Je ne sais pas ce que j'ai vu ni ce qui s'est passé, mais ça m'a vraiment fait peur, à moi et à mes amis, et je ne suis jamais retourné sur cette route depuis. Peut-être que quelqu'un a vu ou vécu quelque chose de similaire dans la nature sauvage de l'Oregon. Je n'avais pas pensé à partager cette histoire jusqu'à aujourd'hui quand mon partenaire et moi lisions un livre sur la cryptozoologie et les créatures mythologiques, et ça m'est revenu en mémoire. J'espère que ça vous a plu, et j'aimerais vraiment savoir si quelqu'un sait ce que j'ai vu. Chaque été, ma famille et mes proches louent une cabane dans différentes régions de Suède, et ça a toujours été merveilleux. Mais une fois, quand j'avais environ 12 ans, j'ai vu quelque chose qui m'est sans doute resté en mémoire toutes ces années plus tard. Nous avons loué une cabane dans le sud supérieur de la Suède, loin de tout voisin ou de toute ville. Nous étions restés éveillés tard un soir à jouer aux cartes, et je venais de recevoir un stylo laser de mon grand-père. Vers minuit ou 1h du matin, je suis sorti pour voir jusqu'où mon stylo pouvait atteindre dans la forêt. J'étais debout sur l'herbe, à quelques pas de la cabane et à quelques pas de la lisière des arbres. C'était la pleine lune,
et je n'avais absolument pas peur d'être effrayé par l'obscurité de la forêt, je restais simplement là à jouer avec le laser. Mais soudain j'ai ressenti un très mauvais pressentiment, un mélange de vraie peur et d'impression d'être observé. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait que moi, jusqu'à ce que je voie un visage blanc avec un œil noir creux parmi les arbres. Même si les yeux étaient pour des trous noirs, je pouvais voir qu'il me regardait. En passant comme s'il marchait très vite, mais que son visage était tourné vers moi. Il portait une longue cape noire à capuche et de longs cheveux noirs tombaient sur mais sous la capuche. Il était vraiment grand, au moins 3 mètres, et se déplaçait à une vitesse inhumaine. Le silence était assourdissant. Il n'y avait aucun bruit alors que j'aurais dû entendre des branches craquer et des feuilles bruire pendant qu'il bougeait. Mais rien. Je suis juste resté figé quand je l'ai vu et je ne savais pas si j'avais vraiment vu ce que j'avais vu. Mais je ne voulais pas savoir si c'était réel ou non, alors je suis juste retourné à l'intérieur en courant et je ne suis plus jamais sorti seul la nuit. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu, mais je n'ai jamais revu la même chose. Je me suis rappelé cette histoire de quelqu'un ayant aperçu un visage pâle aux cheveux noirs près d'un lac. J'ai essayé de le dessiner, mais ce n'était pas très réussi, donc je ne sais pas si ça aide ou si ça rend l'histoire plus claire. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une expérience similaire ? J'ai 18 ans, je suis une femme, et je vis près d'une lisière de forêt et de la rivière Clinton dans le Michigan, donc ce n'est pas inhabituel d'avoir des animaux sauvages comme des cerfs et des coyotes qui se promènent. Il m'arrive parfois de m'asseoir et de les observer, mais une nuit, il y a environ 2 ans, je regardais par ma fenêtre et j'ai vu un cerf à environ 15 mètres près de la clôture, et je l'observais simplement. Et il se tourne pour me regarder, se dresse sur ses pattes arrière, les épaules en arrière, et commence à balancer ses bras en marchant vers moi. Je sais que parfois les cerfs se dressent sur leurs pattes arrière, mais là c'était vraiment très étrange à voir. Ses épaules étaient complètement en arrière, comme celles d'un humain, pendant qu'il balançait ses bras et marchait d'une façon humaine. Environ 1 an plus tard, les phénomènes auditifs ont commencé à se produire. On dirait une femme qui parle dans un interphone, mais c'est juste devant ma maison, et c'est toujours incompréhensible, mais audible, si cela a du sens. Environ 1 fois par mois. La prochaine rencontre s'est produite il y a 1 mois, alors que je me préparais pour aller travailler vers 6 heures du matin. Il faisait sombre dehors et j'étais en appel FaceTime avec une amie. Et j'aperçois à nouveau un cerf sans tête qui se tient là, près de la clôture, et je retourne ma caméra. Mon ami le voit aussi, ce qui confirme que je n'étais pas en train d'halluciner. La nuit dernière, les choses sont devenues beaucoup trop effrayantes pour moi. Je rentrais chez moi après être allé chez mon petit ami. Et pendant que je marchais de ma voiture à la porte sur environ 15 pieds, je me suis arrêté pour jeter quelque chose dans la poubelle et j'ai levé les yeux vers la clôture, à peut-être 40 pieds coup de moi, et j'ai vu une énorme masse avec des yeux brillants blanc jaunâtre et d'immenses bois. La chose était à peu près de la taille d'un orignal. Je le fixe, essayant de comprendre ce que je regarde pendant peut-être 10 secondes, puis il commence à foncer sur moi. Il commence à courir de l'autre côté de la clôture pour essayer de m'atteindre et il est rapide. Je cours vers la porte, cherche mes clés maladroitement. Il est à 3 mètres de l'autre côté de la voiture quand je claque et verrouille la porte. Je monte dans ma chambre au 2e étage et j'essaie de me calmer. Puis la dame de l'interphone, comme j'aime l'appeler, recommence à me parler. Cette fois, je l'enregistre et je m'assure que d'autres personnes puissent l'entendre aussi. Je peux distinguer des choses comme « sors dehors » et le reste était incompréhensible comme toujours. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit et je ne savais pas quoi faire. Ça n'a jamais été aussi agressif auparavant, mais ça ne m'a jamais non plus surpris dehors en même temps que moi. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce à quoi j'ai affaire ou comment je peux l'arrêter ? Il y a quelques années, juste après que nous ayons emménagé dans notre nouvelle maison à la campagne, il s'est passé quelque chose qui me donne encore la nausée quand j'y repense. J'avais environ 15 ans à l'époque, j'en ai 21 maintenant, et j'entends encore la voix dans ma tête. Nous venions tout juste de nous installer dans cette vieille maison posée sur quelques hectares de terrain, entourée de bois sur 2 côtés. Les anciens propriétaires avaient des chevaux.
donc il y avait une grande clôture en bois usé qui faisait le tour du terrain. Le pâturage était envahi par la végétation, mais la clôture restait solide. Vers le fond de la propriété, juste à l'intérieur de la lisière des arbres, nous avions un petit poulailler où nos poules vivaient. Ma tâche chaque soir était de les nourrir et de fermer le poulailler. Ce soir-là était là comme les autres, du moins il a commencé ainsi. Il était environ 9h30, peut-être plus près de 10h. Je m'en souviens parce que je faisais un mes devoirs et j'avais perdu la notion du temps. Le soleil était couché depuis un moment et la cour était plongée dans cette obscurité épaisse qu'on ne trouve qu'ici, à la campagne. J'ai enfilé mes bottes et je suis sorti. L'herbe était fraîche et humide de rosée, et les seuls bruits étaient le chant des grillons et, de temps en temps, un bruissement venant des bois derrière la clôture. Le poulailler se trouvait à environ 150 pieds de la maison, près du coin arrière du jardin. J'ai toujours détesté y aller la nuit. L'obscurité près de la clôture semblait différente aussi. J'ai toujours eu l'impression que quelque chose m'observait depuis la lisière des arbres. Je suis allé au poulailler, me suis accroupi et ai commencé à nourrir les poules dans l'enclos. Les poules caquetèrent et s'approchèrent en claudiquant, ailes battantes. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix calme, claire et indéniablement féminine. Elle venait d'au-delà de la clôture, à peut-être 3 mètres derrière moi, cachée dans les broussailles sombres. « Eh, viens d'ici. » C'était quoi ? C'était doux, presque décontracté, mais ni familier ni amical. Je me suis figé, chaque poil de mon corps s'est hérissé. Je me suis lentement tourné vers la voie, braquant ma lampe torche dans l'obscurité totale au-delà de la clôture, mais elle n'éclairait à peine que les premiers 100 mètres d'herbe. Il n'y avait rien, juste les ténèbres. Les arbres au-delà de la propriété se balançaient tant doucement, mais la nuit était calme. La voix ne semblait ni pressée ni en colère, mais il y avait quelque chose de profondément anormal en elle. Comme si elle essayait d'imiter le calme, mais ne savait pas vraiment comment faire. Comme si elle feignait d'être humaine. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas demandé qui c'était, ni appelé à l'aide. Je me suis simplement reculé lentement, pas à pas. Sans jamais me retourner, avançant à reculons à travers la cour, ma lampe de poche tremblante dans les mains, j'ai parcouru environ 15, peut-être 20 pieds, les yeux fixés sur cette zone d'obscurité au bord de la clôture, avant de finalement me retourner et de détaler. J'ai couru vers la maison, le cœur battant si fort que je pensais tout m'évanouir. J'ai claqué la porte, je l'ai verrouillée et j'ai couru directement vers ma mère dans le salon, et je lui ai tout raconté. Sans hésiter, elle a appelé Daniel, le fiancé de ma sœur, qui séjournait contre chez nous. Il était un marine, stoïque, entraîné et quelqu'un que rien ne pouvait facilement ébranler. Lampe de poche en main, nous sommes sortis ensemble, longeant la clôture d'où provenait la voix. Là, dans les buissons, juste à l'extérieur de la clôture près du poulailler, exactement à l'endroit d'où venait la voix. Il y avait des preuves évidentes que quelque chose s'était tenu là. L'herbe était aplatie, les branches étaient pliées et tordues comme si elles avaient été saisies ou frôlées par quelque chose de grand. Mais il n'y avait aucune empreinte, aucune trace de traînée, rien d'autre. Un espace où quelque chose avait attendu en silence à la limite de la lumière. Daniel a tout fouillé sans jamais trouver personne, ni quoi que ce soit, ce qui était encore pire d'une certaine façon. Je ne suis plus jamais allé au poulailler la nuit depuis. Même 6 ans plus tard, je n'arrive pas à me résoudre à passer devant cette partie du jardin après le coucher du soleil. Je m'assure que les lumières du porche restent allumées, et parfois quand je suis allongé dans mon lit, je crois entendre du mouvement dans l'herbe, mais je ne vois jamais ce que c'est. Je ne sais pas à qui appartenait cette voix, mais je ne veux pas le savoir. Je travaillais dans une colonie de vacances dans le nord-ouest du Pacifique une année. C'était un endroit magnifique, niché juste au bord du Puget Sound. De grands arbres, l'air salin, de vastes champs d'herbe ouverts qui captaient parfaitement la lumière de la lune. Un lieu normalement calme. La 2e ou peut-être la 3e nuit, je rentrais en courant seul du feu de camp du personnel jusqu'à ma cabane. Il était environ 2h du matin et tout le monde dormait déjà. Le chemin que j'ai pris traversait un grand couloir herbeux ouvert, bordé de hautes roseaux et de broussailles qui nous séparaient du rivage.
La lune était pleine et assez brillante pour éclairer mon chemin sans lampe de poche, et je me souviens avoir pensé à quel point tout était beau, tout argenté et doux. Et c'est là que je l'ai vu. Au début, j'ai cru voir une personne debout dans les roseaux, peut-être un autre moniteur sorti pour uriner ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, ça a bougé. Il était accroupi quand je l'ai remarqué pour la première fois, presque comme s'il s'était caché. Puis, d'un mouvement rapide et saccadé, il s'est levé, a fait quelques pas maladroits et peu naturels en arrière, puis s'est de nouveau accroupi, disparaissant dans les roseaux, mais pas complètement. Je le voyais encore, à moitié caché, en train d'observer. Il portait ce qui ressemblait à une longue robe blanche, fine et flottante. Ses cheveux étaient en long et foncé, mais je ne distinguais pas de visage, juste des cheveux, comme s'il n'y avait que des cheveux. Ou peut-être que le visage était tourné, je ne pouvais pas dire. Mais la façon dont ça bougeait m'a convaincu que ce n'était pas humain. Il n'y avait aucune grâce ni rythme, aucun équilibre naturel. C'était comme regarder une marionnette sans ficelle, ou un animal qui fait semblant d'être une personne. Mes genoux ont alors flanché. Je me suis effondré au sol comme si on avait coupé les ficelles de mes jambes. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était une paralysie totale et mon corps refusait de coopérer. J'ai essayé de crier. Rien. Rien. Juste un souffle rauque, comme si j'étouffais en respirant. J'ai rampé en avant à quatre pattes, comme un animal paniqué, essayant d'atteindre la cabane où dormaient les campeurs et mes collègues moniteurs. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité quand j'ai enfin atteint la porte. Je n'arrivais pas à me lever pour ouvrir la porte. J'ai griffé la poignée maladroitement. La porte a finalement cédé, je suis tombé à l'intérieur, l'ai claqué, puis suis resté là, tremblant et à l'écoute. Rien ne m'a suivi, aucun pas. Aucun bruit, rien du tout. Je suis resté figé dans le noir, attendant ce qui m'a apparu une éternité. Je n'ai pas osé vérifier les fenêtres, ne voulant pas savoir si ça m'avait suivi. À un moment, la peur s'est transformée en une hystérie étrange et euphorique. Je me souviens avoir ri. Je n'arrêtais pas de me répéter que ce n'était qu'un campeur. Un des gamins urinait dans les roseaux, c'est tout. J'ai ri pendant 21 minutes, comme quelqu'un qui essaie de se convaincre qu'il n'a pas perdu la tête. Finalement, je me suis évanoui. Mais le lendemain matin, cette explication ne tenait plus. Tous les campeurs étaient restés dans la cabane durant la nuit. Je leur ai demandé à tous, en plaisantant d'abord pour faire comme si de rien n'était. Aucun d'eux ne s'était levé pour aller aux toilettes, pas un seul n'avait entendu quoi que ce soit, et je sais qu'ils ne mentaient pas. C'était un des collégiens, quelqu'un aurait avoué être sorti en douce, ne serait-ce que pour s'en vanter. Le camp était spécialement destiné à des enfants et du personnel à l'esprit sceptique, non religieux, des penseurs rationnels. Je me considère toujours comme tel, mais il n'y a aucune explication logique, aucune avec laquelle je peux vivre pour ce que j'ai vu dans ces roseaux. Parce que ce n'était pas humain. J'ai raconté cette histoire à 3 personnes. 2 d'entre eux étaient impliqués ce soir-là et l'autre mon thérapeute. Je suis scientifique, et même si je suis spirituel et que je crois au paranormal, je n'ai jamais vraiment cru aux démons ou à ce genre de choses. J'ai grandi dans une maison hantée, mais depuis que j'en suis parti, je n'ai connu aucune activité paranormale, ni eu la moindre hallucination. J'espère que quelqu'un pourra m'aider à identifier mon agresseur. Cet été, je ne me sentais pas bien et j'allais me coucher tôt. En pyjama, j'ai vu sur la page Facebook locale un message indiquant que les aurores boréales étaient visibles. J'ai tenté de les voir toute l'année sans succès, alors j'ai enfilé une veste légère et suis sorti. À noter, je n'avais ni drogue ni alcool dans mon organisme. J'ai conduit vers le nord et j'ai trouvé des champs où m'arrêter, mais le mot s'était quand même répandu et chaque minute une autre voiture passait, essayant de trouver un endroit sombre pour voir les lumières. Après que mon 3e emplacement ait été gâché, il faut environ 10 minutes de plus pour que tes yeux s'habituent, et chaque phare de voiture te faisait tout recommencer. Alors j'ai conduit encore plus au nord. J'étais au téléphone avec un ami pour me sentir plus en sécurité, étant une femme seule la nuit. J'ai pris l'autoroute et puis je l'ai vu. Le terrain vide et abandonné qui était utilisé par l'armée pour des expériences scientifiques inconnues qui venaient en tout juste d'être rendues publiques.
Sans blague, les niveaux de radiation étaient finalement assez sûrs pour s'y balader. J'y étais allé en journée et j'avais vu certains des anciens bunkers. Il se passait clairement quelque chose d'étrange là-bas, mais il se trouvait que c'était surtout un champ ouvert sans lampadaire, ce qui en faisait l'endroit parfait. J'ai tourné sur la route en gravier et j'ai roulé sur environ 1 mile. J'ai même fait la remarque à mon ami que l'endroit était flippant. Ces oiseaux étranges ressemblant à des chauves-souris volèrent sans cesse autour, mais à l'atterrissage, leur posture différait des chauves-souris. J'ai grandi à la campagne, donc l'obscurité ne me dérange pas, et j'ai continué mon chemin. J'ai atteint le milieu et me suis arrêté au bord de la route. Il n'y avait personne ni rien à perte de vue. J'ai pris mon téléphone et je suis sorti. J'ai pris quelques photos, puis j'ai attendu que mes yeux s'habituent à un monde. Au bout d'environ 10 minutes, juste au moment où ma vision nocturne commençait à s'adapter, les poils de ma nuque se sont hérissés. Je connaissais cette sensation qui signifiait généralement qu'un animal vous observait. Je suis encore une fois un enfant de la campagne. Alors que je suis au téléphone en plein milieu d'une phrase, je me tourne vers la gauche et tout mon corps se fige. C'était comme si l'air bougeait, une sorte d'ombre en mouvement. Mais mon esprit savait aussi que c'était quelque chose qui marchait à 4 pattes et qui s'est levé, peut-être un chien. Mais encore une fois, c'était translucide. J'ai crié puis couru jusqu'à ma voiture. J'ai senti cette chose me frapper dans le dos et rebondir, comme si elle avait essayé de me traverser mais n'y arrivait pas. Quand ça m'a atteint, j'ai senti comme si j'étais devant un détraqueur de Harry Potter, mais en bien pire. Je n'ai jamais ressenti une telle peur et une telle angoisse. C'est pire que la mort. Je ne crois pas en l'enfer, donc la mort ne m'effraie pas vraiment. Cela m'a fait sentir que même dans la mort, je ne ressentirai plus jamais le bonheur. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai foncé sur la route, en criant et priant. Je continuais à crier pour mon père et mon frère, qui sont tous les deux morts, et Jésus, alors que je ne suis même pas chrétien, pour qu'il me sauve. Le pire, c'est que je roulais dans la mauvaise direction. J'ai dû rebrousser chemin pour m'en sortir. J'ai crié tout le temps pour demander de l'aide. À un moment, mon appel s'est coupé, et mon réseau, qui marchait bien à l'aller, n'est revenu que lorsque j'ai atteint l'autoroute. Mon ami m'a rappelé pour demander ce qui n'allait pas, mais je pleurais et criais encore. J'arrivais à peine à expliquer ce que j'avais vu. J'ai conduit tout le chemin jusqu'en ville et j'ai appelé une amie qui habitait à proximité. Je suis allé chez elle et je suis resté là quelques heures pour me calmer. J'ignorais qu'elle était croyante et j'ai eu la chance qu'elle croie en ce genre de choses. J'ai finalement eu le courage de rentrer chez moi et elle m'a donné quelque chose pour me protéger. J'ai pris une douche pour me réchauffer mais j'avais froid dans le dos, comme si quelque chose avait tracé une ligne le long de ma colonne vertébrale. Je ne voyais aucune marque et j'ai dû rester assis, sous la douche, le dos contre le mur, parce que j'avais sans cesse l'impression que quelque chose me touchait. J'ai perdu ma voix pendant 9 jours après ça et j'ai dû mentir à mes amis et collègues sur la raison. Ça fait maintenant 6 mois et je n'ai plus eu d'expériences étranges depuis. Parfois, cependant, si quelque chose touche mon dos d'une certaine manière, je ressens une décharge de panique soudaine. À part ça, je n'ai eu aucun autre problème, mais je n'en parle à personne parce que, premièrement, je me sens fou et deuxièmement, je ne veux pas attirer l'attention là-dessus, car je ne sais même plus en quoi croire. Je pense qu'assez de temps est passé pour que je veuille savoir si quelqu'un d'autre a vécu la même chose. En tant que scientifique, je sais que notre esprit peut nous jouer des tours. L'obscurité a peut-être trompé mon cerveau, mais je n'arrive pas à surmonter la peur qui m'a envahi après que cela m'ait frappé. J'ai déjà eu peur dans les bois la nuit. J'ai déjà fait du camping et j'ai eu peur que quelque chose m'observe, mais là c'était bien pire, comme si je le sentais au plus profond de mon âme. Dans la campagne du Texas, mes grands-parents possédaient un terrain de 8 acres qui donnait sur une zone boisée dense, avec un lit de ruisseau longeant la clôture du fond. Un soir d'été, vers mon 8e anniversaire, toute ma famille s'était réunie pour un barbecue. Mon cousin Max et moi étions toujours en train de courir partout ensemble, et ce jour-là ne faisait pas exception. J'ai décidé de descendre le lit du ruisseau dans les bois, car j'ai entendu ce qui ressemblait à un murmure m'invitant à aller plus loin. Mon cousin m'a suivi joyeusement alors que nous franchissions une clôture tombée. Mon cousin se souvient très bien avoir vu une femme apparaître devant moi alors que j'enjambais la dernière partie de la clôture. Je continuais à marcher, tandis que mon cousin tentait de me suivre rapidement.
Cependant, il se souvient que la clôture semblait se lever et s'enrouler autour de sa cheville, le faisant tomber dans la boue. Il a dit que j'ai continué à marcher malgré ses cris, pour que je vienne l'aider. Il a jeté un coup d'œil à sa cheville déchirée, entourée de barbelés. En la regardant, il a dit que je n'étais nulle part en vue lorsque mon grand frère est descendu le ruisseau en suivant ses cris, et mon cousin a affirmé que mes empreintes dans le lit du ruisseau s'arrêtaient à seulement quelques mètres de l'endroit où Max m'avait vu pour la dernière fois. Ma famille insiste que j'ai disparu pendant 4 heures. Ils ont fait fouiller les bois par la police et essayé de me retrouver avec des chiens, mais rien n'a dépassé la dernière empreinte que j'avais laissée dans la boue. Quand je suis revenu, ils étaient terrifiés, pensant qu'il me soit arrivé quelque chose, mais j'étais indemne. Ce dont je me souviens des événements après avoir franchi la clôture, c'est d'avoir entendu une chanson lointaine chantée par une voix douce et féminine, l'odeur de baies sauvages et de sucreries, et un sentiment de bonheur qui grandissait à chaque pas. De mon point de vue, j'ai trouvé une petite clairière, et je me suis détendu en mangeant des baies sauvages, en jouant avec de petits animaux que je pourrais décrire comme des chats à l'apparence étrange, puis je me suis relevé après ce qui m'a semblé n'être que quelques instants. J'ai observé des mouvements autour de moi, comme si des dizaines de personnes se dissimulaient derrière les arbres. J'ai regardé autour de moi lentement, reprenant mes esprits, cherchant mon cousin du regard. Je vois le chemin par lequel je suis descendu et commence à m'y diriger. L'environnement commençait à sembler plus étrange, comme s'il ne voulait pas que je parte, comme s'il était en colère que j'essaye même de le faire. Le mouvement des personnes derrière les arbres s'intensifiait, comme si elles se dirigeaient un pont vers ma sortie pour m'empêcher de partir. J'ai pris la fuite en courant, et j'ai réussi à sortir de la clairière, sautant par-dessus la clôture d'avant, remarquant à quel point il faisait sombre maintenant, puis je me suis précipité dans la maison où j'ai été attrapé par mon grand-père et interrogé pour savoir où j'étais allé, qui était la femme que mon cousin avait vue m'emmener. Pourquoi je ne m'étais pas arrêté pour aider, et ce qui s'était réellement passé pendant les 4 heures où j'avais disparu. Pourtant, quand je leur ai dit que cela m'avait paru ne durer que quelques instants, mon grand-père semblait le plus inquiet de tous. Lorsque nous sommes retournés chez mes grands-parents pour ma fête d'anniversaire, il avait déjà construit une nouvelle clôture et réparé celle qui était tombée près du ruisseau. Il avait même planté des herbes et d'autres plantes qui ont rapidement envahi la clôture, la recouvrant de lianes et de buissons. Je n'y suis retourné qu'une fois, ces dernières années. Les nouveaux propriétaires ont enlevé la clôture et la végétation, rouvrant le ruisseau. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai regardé en bas du ruisseau et j'ai vu une petite fille qui remontait la propriété, ainsi qu'une femme étrange portante d'une capuche, debout juste au-delà de l'endroit où se trouvait autrefois la clôture, qui me souriait. Salut tout le monde, c'est Mort ici, et merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ces histoires de bois hantés. J'ai vraiment pris plaisir à les enregistrer et j'aimerais beaucoup avoir vos avis. Revenez demain pour continuer l'extravagance de contenu de juin avec quelques histoires effrayantes du cimetière, ça va être flippant. J'apprécierai tous vos commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez me faire un petit don chaque mois pour aider la chaîne à continuer, avoir votre nom à la fin et profiter de quelques avantages exclusifs, suivez le lien vers Patreon ci-dessous. Mais c'est tout pour moi, restez géniaux et passez une excellente nuit. À demain, bonne nuit.